Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. La nouvelle saison du Cercle des Pierres d'Or est enregistrée au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone qui se tient au Grand Palais à Paris. Et nous avons le grand plaisir d'avoir sur notre plateau ImoWeek Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maire de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, président de l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France. Pierre d'Or 2025 dans la catégorie développement des territoires. Et puis récemment aussi Légion d'honneur au mois de juillet, de cette année. Une belle année pour Jean-Philippe Dugoin-Clément ? Oui, après la plus belle année, c'est toujours celle qui est devant. Celle qui est devant. Alors, votre sujet concernant l'habitat, vous en avez fait un livre. Ça s'appelle « L'habitat fait le citoyen » aux éditions de l'Aube. Vous affirmez d'emblée que le logement est une priorité nationale qui transcende les courants politiques. Dans le marasme que l'on vit politiquement actuellement, quelle est la place du logement ? Je ne sais pas si ça le transcende, mais en tout cas, ça devrait. Et l'un des problèmes du logement, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas pris à sa juste mesure. C'est quelque chose qui est pris comme une ligne de compte par Bercy, bien souvent, qui estime que le logement coûte trop cher, là où c'est un des rares postes qui budgétairement rapporte à l'État. Et fondamentalement, le logement, c'est quelque chose qui devrait aller au-delà des clivages, parce que d'une part, c'est le principal poste de dépense des Français. Et c'est un poste totalement antisocial, puisque le plus les Français sont modestes, le plus ce poste est élevé dans leurs revenus. Et donc le logement est devenu sur les 40 dernières années un facteur d'éloignement des tectoniques des plaques entre les différentes classes sociales plutôt que de rapprochement. Et puis la deuxième chose, c'est que le logement est totalement constitutif de ce que nous sommes. Selon la ville, le quartier, l'habitat que nous occupons, nos modes de vie sont différents, notre façon de nous constituer est différente. L'éloignement par rapport au transport, un logement qui est une passoire énergétique ou qui ne l'est pas, un logement qui est décent ou qui est indigne, un logement qui implique une suroccupation ou au contraire un logement qui est grand, qui est spacieux, qui est confortable. Ça fait partie des éléments qui constituent notre potentiel de développement. Vous êtes quelques-uns à tirer la sonnette d'alarme par rapport au logement. On le voit encore cette année, en cette rentrée 2025, on voit qu'il y a 2159 enfants sans abri en France, et encore plus que l'année dernière en cette même rentrée. Les lancements d'alerte que vous et d'autres faites, ça ne suffit pas aujourd'hui ? En fait, on constate, et pour le coup, Valérie Létard fait depuis 9 mois maintenant un travail absolument exceptionnel dans un contexte budgétaire effroyable et dans un contexte politique national qui n'est plus qu'une gestion de l'immobilisme. Mais l'un des problèmes du logement est que comme il n'y a plus véritablement de grande politique du logement dans ce pays. On a une augmentation des questions liées au logement d'urgence et non plus au logement classique. L'augmentation des problèmes liés au logement d'urgence et des budgets liés au logement d'urgence qui pour autant ne suffisent pas, c'est l'inconséquence de l'insuffisance des politiques du logement. On ne produit pas suffisamment de logements dans ce pays et ce que l'on produit est trop cher. Alors je le disais, vous êtes maire de Mennecy également, donc une commune de l'Essonne. On va rentrer dans une période d'élection aussi municipale au mois de mars prochain, mars 2026. On dit souvent aussi que en préélection, période préélectorale comme ça, on ne construit plus dans les municipalités. C'est en train de changer. Vous êtes un fervent défenseur justement du changement de cet état de fait ? Écoutez, moi j'essaye d'écouter les habitants de ma commune, d'écouter la loi. La loi fait que ma commune ne respectait pas la loi SRU. On était à 15% de logements sociaux. En 15 ans, on a fait rattraper le retard. On est à 25%. On a fait le travail. Ma commune qui était carencée, puis amendée, est aujourd'hui une commune qui respecte la loi. Chaque semaine, lors de mes permanences, je reçois une dizaine de personnes qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à loger leurs enfants, qui n'arrivent pas à loger leurs parents, qui n'arrivent pas à faire face à une situation
situation de divorce ou de séparation. Et donc oui, c'est quelque chose que j'assume. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est bien souvent un discours assez similaire d'ailleurs de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui consiste à être anti-logement avec cette petite musique que la construction de logements c'est faire changer des villes, c'est faire changer des territoires. Et quand on réfléchit bien à qu'est-ce qui change, bien souvent, ça n'est pas tant le logement que les personnes qui l'occupent. Il y a une forme de connotation de rejet de l'autre, de peur de l'autre, de haine de l'autre, qui est absolument nauséabonde. C'est ça que vous voulez démonter en appelant votre livre justement l'habitat fait le citoyen? Ne pas travailler sur l'habitat, c'est condamner les gens à mal vivre, c'est condamner les gens à ne plus aimer le pays dans lequel ils vivent. Alors vous dites aussi dans ce livre, le logement ne peut pas être seulement vu comme une ligne de compte dans un budget public contraint qui cherche à cocher toutes les cases des agences de notation. Je vous cite très précisément. Là aussi, on en vient au fait que effectivement la politique du logement telle qu'elle est menée aujourd'hui, ça ne suffit pas. On a eu un certain nombre de progrès, encore une fois. Valérie Létard, par rapport à ce qui a été fait les dernières années, a eu quelques arbitrages positifs et quelques gains. Il a fallu se battre énormément. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le logement n'est pas considéré comme une priorité transversale. Ça l'a été sous Jacques Chirac, avec toute la politique impulsée à l'époque par Jean-Louis Borloo. On se rend compte bien souvent depuis que la politique du logement est vue depuis Bercy et est vue de manière restrictive, alors que le logement touche à l'éducation, touche au transport, touche au pouvoir d'achat, touche à la politique familiale. Le logement est une politique totalement transversale qui conditionne ce qu'on est, et ça ne peut pas être réduit. Encore une fois, vous savez, on fait depuis des années, et particulièrement, moi je suis effaré depuis 2 ans des propositions budgétaires qui sont faites, c'est la politique de l'impôt ou du rabot. C'est les deux choses les plus bêtes, les plus stupides qu'il puisse y avoir, les plus faciles ou les plus rapides quand on est dans l'urgence. Mais à aucun moment on ne se pose la question vers quoi est-ce qu'on veut aller. Et même d'un point de vue environnemental, je vous parlais d'un point de vue sociétal, mais d'un point de vue environnemental, selon la façon dont on construit, est-ce qu'on contribue à la carbonation, à la décarbonation de la société? On est ici au CIPCA, oui. Eh bien c'est la démonstration que le logement peut aussi être fait sans venir impacter le réchauffement climatique. Au contraire. C'est pas une contrainte supplémentaire aujourd'hui ? C'est une contrainte supplémentaire, mais c'est aussi une évolution indispensable, au même titre que le réchauffement climatique impose de réfléchir différemment le logement, de réfléchir différemment les transports, de protéger différemment nos territoires par rapport aux inondations, aux submersions maritimes, au recul du trait de côte. Nous sommes dans un monde qui évolue. Alors, le monde a toujours changé et la capacité première de l'homme, c'est de s'adapter. Mais on a un enjeu environnemental et climatique aujourd'hui extrêmement fort, et le logement fait partie des réponses à cet enjeu. Alors justement, un salon comme le CIPCA essaie de répondre à toutes ces questions environnementales et celles du logement également. Il faut aller vite et en même temps on ne peut pas aller trop vite. On trouve des réponses quand même ici, au CIPCA. Moi, je suis fasciné. Vous savez, c'est ce qu'on appelle parfois l'ubérisation de la société. C'est que le monde va plus vite que les élus, va plus vite que le politique national, en tout cas. Le CIPCA, ça fait 4 ans que ça existe. On voit les maîtres d'ouvrage privés, publics. On voit les aménageurs, on voit les entreprises, on voit les architectes, les bureaux d'études. Tout ce qui fait cet écosystème économique qui va beaucoup plus vite que la règle, que le cadre. Et moi, je pense qu'on a besoin de débrider les choses, qu'on a besoin d'arrêter de vouloir toujours tout contrôler. Il faut un peu lâcher les rênes. Et ce qui est fait ici depuis 4 ans avec le CIPCA, c'est exceptionnel. C'est la démonstration que l'écosystème économique, l'écosystème du bâtiment, l'écosystème de l'aménagement est capable de faire plus de progrès plus vite que l'État quand il veut tout régenter, tout contrôler là où il ne tient plus rien. Pour terminer cet entretien, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous qui êtes, je disais, un élu municipal à Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, quel regard vous portez sur cette situation politique extrêmement complexe que l'on vit en ce moment? Comment on peut s'en sortir? Je suis absolument atterré parce qu'on a des responsables politiques nationaux qui sont en train de mettre ce pays à l'arrêt.
On peut être aimer les uns, aimer les autres, se reconnaître dans telle ou telle sensibilité. Aujourd'hui, on a deux extrêmes qui jouent la théorie du chaos en pensant que l'ordre naîtra du chaos parce qu'ils visent la présidentielle et qu'ils veulent une présidentielle anticipée. Monsieur Mélenchon pour une question d'âge et Madame Le Pen pour une question de calendrier judiciaire. On a d'autres partis qui sont incapables d'échanger, de trouver des compromis, là aussi parce qu'ils pensent tous à la prochaine présidentielle. Et ce qui me terrifie là-dessus, c'est que c'est le pays qu'on est en train de mettre à l'arrêt. Alors heureusement, il y a des choses comme ici qui continuent à exister. Et il y a une capacité du monde économique, de l'entreprise à continuer à exister. Mais dans tous les pays du monde, quand il n'y a pas de majorité, on trouve des compromis, on trouve des moyens de travailler ensemble. Il n'y a qu'en France qu'on n'est pas capable de faire ça au niveau national. C'est pathétique et pitoyable. Vous le ressentez au sein de votre population à Mency, par exemple ? Oui, je pense que les gens sont perdus, les gens sont inquiets, qu'il y a une colère et une peur qui montent, oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe Merci Dugoin-Clément. Merci d'être passé par le stand IMOWeek ici au CIPCA. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite sur imoweek.fr.